Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Bonjour, vous savez qu'on fait tout ici, je suis allé fermer la porte. Bonjour, comment allez-vous? Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. J'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation. Pas de problème. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. On va parler de régionalisation, décentralisation. Et puis, nous parlerons d'emploi tout à l'heure. L'emploi, c'est toujours un enjeu. J'ai l'impression qu'on peut faire des émissions sur l'emploi tous les mois, en fait. Oui, c'est un sujet d'actualité. Alors, le PLF, juste avant de partir sur le sujet de la régionalisation, avec les déclarations de Mohamed Lancer, et puis on attend Hassan Alaoui qui va arriver, un directeur de publication de Maroc Diplomatique, et on aura à cœur de lui demander un petit peu des conclusions après tout ce qui s'est passé au MD Sahara 2025 ce week-end. Donc, je voulais juste dire qu'après les députés, le PLF part à la Chambre des conseillers, qu'on en a à peu près pour une vingtaine de jours. À votre avis, ça va changer quelque chose ou pas Ah oui, bien sûr, il y aura des changements, mais à caractère professionnel, parce que maintenant, on est au niveau de la Chambre des conseillers, et il faut qu'il y ait une adaptation, une réponse à certains secteurs, certaines demandes de certains secteurs professionnels, oui. Surtout au niveau fiscal, au niveau régional. Et il me semble que l'essentiel a été déjà fait, et maintenant, il faut répondre aux besoins des secteurs productifs. Surtout au niveau fiscal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour beaucoup plus aménager, pour créer encore plus d'emplois, pour booster l'économie, pour encourager la création de la richesse. Et c'est le rôle des conseillers. Est-ce que des points qui ont été discutés au Parlement peuvent varier justement en arrivant chez les conseillers, c'est-à-dire des points qu'on n'a pas pu faire aboutir, que les partis politiques n'ont pas pu faire aboutir. Est-ce que ces points-là peuvent varier à la Chambre des conseillers? Généralement, l'expérience a montré que les changements apportés ont un caractère beaucoup plus sectoriel. Et bien entendu, c'est le rôle de la deuxième chambre. La deuxième chambre doit apporter une deuxième lecture et apporter des changements, surtout comme je l'ai dit à l'instant, apporter une réponse aux besoins des professionnels. Oui. Les professionnels, soit productifs, soit les syndicats. Et il me semble que ce système, le système des deux chambres a cette principale mission. C'est cette double lecture qui permet de répondre aux besoins, mais aussi de répondre de façon beaucoup plus pratique et beaucoup plus, puisqu'ils sont plus proches des terrains. Ils connaissent bien les besoins et l'exécutif a intérêt à répondre positivement à leurs remarques. Alors, est-ce qu'on peut dire que donc c'est un passage qui est très important pour la loi de finances? Oui, il est important parce que, comme je l'ai dit à l'instant, c'est une réponse à certaines problématiques. Aujourd'hui, on en parle tout le temps, peut-être apporter des solutions, même s'ils ne sont pas structurels, le problème du secteur informel, cette question de la retenue à la source. Vous pensez qu'on trouvera un jour une solution au problème de l'informel? Il faut aller progressivement, c'est structurel, mais il faut aller progressivement, apporter des solutions, dire comment intégrer l'informel, ne pas utiliser uniquement la variable fiscale, il est un moyen parmi les autres. Cette question de retenue à la source, comment dynamiser la relation entre l'administration et les opérateurs économiques. Ici, bien sûr, ce sont les professionnels, c'est la deuxième chambre qui a cette capacité de répondre à ces points qui peuvent rester. Mais je dirais, le grand problème, c'est pas une question de loi de finances, c'est comment la mettre en application, comment assurer le suivi. Déjà la mettre en application, Donc il nous faut des managers sur le terrain qui ont cette capacité. Oui, pour reparler un peu de l'informel, avec tout ce qu'on a dit sur les TPE et PME la semaine dernière, par exemple, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Parce que la pression, elle est forte quand même sur ces très petites entreprises. Et ça va être compliqué de
de convertir des gens qui sont dans l'informel à ce statut de TPE, parce qu'en fait c'est ça c'est ça la manipulation. L'informel, c'est un secteur économique. Sa principale caractéristique, c'est qu'il est résilient. Ce pacte de sécurité, lorsqu'il est des crises, on se rappelle bien de la période Covid, n'oublie pas qu'il est employeur, il est créateur de richesses. Et contrairement à ce qu'on dit, il ne paye pas les impôts, il ne paye pas certains impôts. Il contribue. Et là, maintenant, il faut plus de pédagogie, plus de méthodologie pour l'intégrer dans la sphère économique. Et je songe que ce n'est pas une question de décision uniquement politique, mais il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait de l'accompagnement, il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait un plan d'action progressif, parce que je considère que c'est une niche créatrice de valeur qu'on peut intégrer, mais il faut le comprendre déjà, il faut comprendre ce secteur, oui, mais ce mécanisme. On considère bien que c'est une niche qui ne donne pas de l'argent à l'État, quoi. Est-ce qu'on arrive à quantifier, par exemple, le manque à gagner? Moi, à mon sens, déjà, le fait de dire qu'il ne donne pas de l'argent à l'État ne semble pas du tout correct, parce que le secteur informel, par exemple, d'un point de vue fiscal, il ne paye pas la contribution uniquement sur la marge qu'il réalise, mais au niveau des inputs, au niveau des importations, au niveau des articles, des charges, il contribue fiscalement. Peut-être au niveau déclaratif, au niveau de cotisation sociale, c'est un problème. Mais maintenant, il faut un cadre beaucoup plus adapté à ce secteur informel et l'intégrer progressivement dans la sphère économique. Et d'ailleurs, c'est un phénomène universel. C'est pas un phénomène marocain. Mais nous avons, nous, au Maroc, un ratio de secteur informel qui est beaucoup plus important. Est-ce qu'on peut parler d'une culture de l'informel, quand même? Pas une culture de l'informel, c'est une culture, il faut faire une analyse, comme on le dit les Japonais, Ishikawa, il faut attaquer les causes de ce problème. Et après, nous, on attaque le problème, on n'attaque pas les causes. Pourquoi il y a un secteur informel? Parce que tout simplement, on ignore parfois les procédures, parce que les procédures sont lourdes, parce qu'on ne connaît pas suffisamment ce secteur et on n'a pas suffisamment simplifié. Donc, c'est un processus qu'il faut réussir aujourd'hui, et fiscaliser n'est pas la seule solution. C'est le rôle des groupements professionnels, c'est le rôle de la CGM qui doit intégrer les très petites entreprises, parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement les grandes structures et la PME, donc il faut intégrer la micro et la petite structure à travers des branches, des sensibilisations. L'accès à la commande publique aussi, c'est un moyen d'intégrer les petits, parce qu'aujourd'hui, si on dit voilà, vous pouvez participer à la commande publique, c'est une niche créatrice de valeur, donc il faut qu'il y ait plus de communication avec ce secteur et d'intégration progressive, parce que l'expérience a montré que ce secteur quand même emploie beaucoup de monde, il est résilient, il crée de la richesse, il est plein de talents. Vous avez aujourd'hui le modèle de certains grands marchés au Maroc. Derbrelef, il crée beaucoup d'emplois, c'est un secteur, c'est vrai, informel, mais il y a de l'innovation. Avec beaucoup de talents, oui. Beaucoup de talents, des jeunes qui travaillent, on crée beaucoup d'emplois, beaucoup de talents. Donc comment l'intégrer, comment le structurer? Il me semble qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes, c'est que l'informel n'ont pas d'interlocuteurs, mais ils n'ont pas de personnes pour les défendre. Parce que tout le monde parle du secteur informel. Mais réellement, est-ce qu'on a vraiment écouté ces gens? Est-ce qu'on a vraiment posé la question combien ils souffrent pour rester? Parce que c'est un problème déjà de pérennité de ce secteur. Parce que n'oublions pas aujourd'hui, si on décide de supprimer le secteur informel, est-ce qu'on a la solution, l'alternative? Non. Est-ce qu'on a la possibilité de créer la loi de finances aujourd'hui, on crée de l'emploi beaucoup plus par des postes budgétaires. C'est-à-dire qu'on fait plus de fonctionnaires et on sait bien que c'est un problème sur le budget de l'État. Alors que ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi, c'est booster les secteurs productifs, c'est créer la richesse, c'est l'investissement, c'est la formation, c'est l'insertion. Et ce sont des choses stratégiques. Et attention à l'ubérisation. Oui, ubériser, c'est utiliser les nouveaux modes de création d'emplois, comme on le fait partout dans le monde. Et dans ce sens, le benchmark, avec les bonnes pratiques à l'international, va apporter des solutions miraculeuses. Bon, ben voilà, je tenais à reparler comme ça du PLF 2026 qui est parti chez les conseillers. Vous avez été parfait, professeur. Merci. On se retrouve juste après la pub, les infos, pour la suite des décodeurs. On va parler région.
Alors avant de parler de région et puis de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au MD Sahara 2025 et aussi de parler de la suite du 31 octobre aussi avec mon décodeur d'aujourd'hui, Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. On va parler d'emploi et on parlait tout à l'heure de l'informel, on parlait du PLF 2026. On nous annonce dans le PLF 2026 concernant l'emploi donc une relance de l'investissement par le fonds Mohamed VI, des priorités données à l'industrie, à l'agro, aux énergies propres, le renforcement des dispositifs d'insertion. Il y a pas mal de programmes comme ça qui sont toujours en cours. Plans régionaux de l'emploi, mesures ciblées pour l'emploi féminin, soutien aux TPE, PME, on en a parlé la semaine dernière avec des allègements, un accès au financement. Moi j'ai envie de dire, finalement, les lois de finances successives ont promis quasiment la même chose et pourtant il s'est rien passé. Le chômage est toujours à peu près au même niveau. Et surtout, le chômage des jeunes n'a pas baissé. Oui, on est toujours dans cette situation. Le lien entre la croissance économique et la pluviométrie. On parle de croissance, effectivement, et la tout à fait. Oui, lorsqu'on avait une année de sécheresse, on a des taux de croissance qui ne sont pas suffisants. Et donc, ça impacte l'emploi. Et n'oublions pas aujourd'hui que les emplois perdus en 2024, en 2025, sont essentiellement dus à la sécheresse parce que le monde rural a énormément souffert. Et c'est-à-dire qu'on est en face d'une économie qui est hyper connectée à l'agriculture et donc lorsque ça ne marche pas, et encore cette agriculture n'a pas pu être innovante. On n'est pas dans une agriculture qui utilise les nouvelles technologies. Qui est basé sur l'irrigation, qui est basé sur une agriculture à forte valeur ajoutée. Nous l'avons toujours dit, malheureusement, une bonne partie de notre agriculture, certes, il y a des améliorations, on exporte de l'eau. Donc ça veut dire quoi? Que le modèle économique est basé essentiellement sur une bonne partie de l'agriculture. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a une diversification, d'un point de vue industriel, d'un point de vue exportation, on exporte beaucoup dans l'automobile, l'aéronautique, on fait beaucoup de production interne d'énergie renouvelable, mais je dirais que c'est pas du tout suffisant. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, si on veut réaliser des taux de croissance importants, des taux d'emploi importants, il nous faut un taux de croissance qui doit se rapprocher de 6-7%. Oui, 6-7%. C'est les critères d'un pays émergent. Et dans ce sens, il faut qu'il y ait des benchmarks avec les bonnes expériences à l'international. Vous avez le modèle coréen. Ils n'ont pas suffisamment de ressources naturelles, ils n'ont pas de minerais, mais parce que c'est une économie basée sur l'innovation. On ne peut pas créer de la richesse si on ne diversifie pas notre économie. Oui, au développement de l'agriculture, au standard moderne basé sur la digitalisation, les technologies, l'économie de l'eau, mais on doit passer à une économie de l'innovation qui explore une nouvelle niche stratégique et qui permet de positionner le Maroc en tant que hub vers l'Afrique. On ne doit pas oublier que le Maroc aujourd'hui, nous l'avons dit la dernière fois, il est le passage Guergueres, il est aujourd'hui le passage Amgala, la stratégie atlantique lancée par Sa Majesté, cette dynamique, il faut de l'accompagnement. Et encore plus maintenant, on parlera tout à l'heure. Restez avec nous, 8h47, on se retrouve juste après ça. 8h49, on parle d'emploi avec Saïd Youssef. L'emploi, c'est le premier critère de vote des Marocains. C'est un des premiers critères de vote des Marocains. Et on peut imaginer que les jeunes Marocains qui vont aller voter dans un an aux prochaines élections garderont ce critère comme un des critères très importants. Ce PLF 2026, c'est donc le dernier budget avant les urnes. Est-ce que là, on n'aurait pas pu prendre des mesures très très fortes sur l'emploi? Bien sûr, on vient de parler de sécheresse, etc., mais est-ce que ça aurait pas dû être le PLF de l'emploi? Vous avez posé une question centrale. Est-ce que vraiment vous avez parlé des jeunes, de l'emploi et des urnes? Ici, vous touchez un point vraiment central.
Déjà, est-ce que les jeunes participent déjà à la scène politique? Ça, c'est le grand chantier qu'on doit lancer. Moi, je vais être basique. On va être basique. On a vu les jeunes manifester il n'y a pas très très longtemps. Ce mouvement qui est parti là, pour le coup, vraiment de ce qu'on appelle la génération Z. On peut imaginer que maintenant, ces jeunes vont jouer le jeu démocratique. Donc, pourquoi pas la création de partis politiques? Pourquoi pas entrer dans et relancer peut-être certains partis politiques qui sont un peu en sommeil, et puis ensuite le vote. Bon, après, je suis un peu naïf. Hein. Oui, non, vous n'êtes pas naïf, vous êtes dans une logique, de diagnostic. Hein. Lorsqu'on est en train de diagnostiquer, c'est qu'il faut dire qu'est-ce qui ne marche pas. Sans verser dans une approche de jeunisme, parce qu'on ne dit pas, il faut prendre les meilleurs. Lorsqu'on parle de la politique, lorsqu'on parle de la gestion de l'affaire publique, lorsqu'on parle de la participation du citoyen, je ne vais pas dire des jeunes dans la sphère politique, il faut qu'il y ait, on doit répondre à une grande question. Aujourd'hui, est-ce que vraiment le citoyen qui va venir voter demain, il va voter pour un programme économique, par un programme électoral? Oui, il va voter pour un programme. Bon, après, on peut avoir de jeunes leaders qui portent des programmes, mais je pense qu'on doit partir d'un programme. Ouais. Ça, moi, c'est clair. Il dit, il faut réformer la scène politique, il faut assainir, il faut encourager la participation du citoyen. Et c'est le grand chantier maintenant. Deux, lorsqu'on parle de l'emploi, entre autres, parce qu'il n'y a pas uniquement que l'emploi, il y a aussi d'autres éléments. On ne peut améliorer, on ne peut pas réaliser des performances au niveau de la gestion de l'affaire publique que par une participation citoyenne, massive, de tout le corps électoral. Le prochain challenge, les prochaines élections, me semble, c'est un tournant pour le Maroc, puisque le Maroc attend beaucoup de chantiers. Hein. N'oubliez pas le lancement du projet d'autonomie du Sahara marocain. Hein? Exactement. Donc, ce projet autonomie élargie, c'est un grand chantier, c'est un terrain d'expérimentation de la démocratie, et il va nous donner beaucoup de leçons pour les autres régions du Maroc. Il faut se poser une question, qu'est-ce qu'on a fait pour assainir, pour accompagner les partis politiques au Maroc? Aujourd'hui, les partis politiques ont besoin d'un accompagnement. Et ici, c'est le rôle de l'État. Les accompagner à travers des outils, à travers de l'encadrement, à travers des orientations, avec plus de liberté et d'autonomie, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, même au niveau local, on ne saisit pas, on n'est pas conscient des degrés d'autonomie qui est donné par la loi. Le président de la région a beaucoup d'autonomie, le maire a beaucoup d'autonomie, mais on attend toujours quelqu'un, on attend toujours un wali, un gouverneur, un responsable pour nous donner le feu vert. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques. On n'est pas encore passé à ce qu'on appelle des New Public Management. C'est New Public Management qui est basé sur la performance, l'autonomie, la liberté d'initiative. C'est le seul moyen qui nous permet de régler ce problème. Entre autres, je dis bien, l'emploi. Parce que l'emploi, il n'est qu'une partie, une partie des problèmes. Et pourtant, le gouvernement a renforcé son équipe, sa team emploi, on va dire. Hein. Bon, Younes Sekouri, évidemment, ministre en charge, mais aussi Hicham Sabiri, secrétaire d'État au travail, qui a été nommé il y a pas très longtemps. Ça montre que c'est stratégique. Mais multiplier les départements ministériels n'est pas un signe de performance de la gestion de la scène politique. On doit déjà se poser une grande question, est-ce qu'on a besoin de ce nombre exagéré de ministres? Parce qu'aujourd'hui, la performance est gérée par les opérationnels sur le terrain. Parce qu'on a des directeurs centraux, nous avons la région, le ministre est là pour cadrer. On ne va pas licencier dans le gouvernement, parce que sinon on va avoir un taux de chômage dans le gouvernement. On parle des prochains gouvernements. Moins de ministres, c'est ça? Moins de ministres, plus d'efficacité, plus de départements. Parce qu'aujourd'hui même, au niveau département, il y a un partage de certaines responsabilités qui ne sont pas claires. Ok. Alors, on parlait du chômage des jeunes. Est-ce qu'on peut parler aussi de la spécificité des emplois? Le marché du travail marocain crée-t-il suffisamment d'emplois qualifiés? On parle de développement industriel, on parle même y compris des universités, etc. Est-ce que ces emplois, est-ce que ce marché du travail marocain, il est suffisamment qualitatif?
Il est qualitatif, les choses sont là. Nous avons le développement de l'emploi au niveau de l'industrie. On ne peut pas oublier l'industrie aéronautique, l'industrie de l'automobile, les énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'il y a une montée en compétences dans les secteurs productifs. Ça, c'est une réalité. Le travail aujourd'hui lancé par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour les zones industrielles, d'accélération industrielle, des zones industrielles spécifiques à l'industrie d'armement. Donc il y a du travail qui se fait. Et on aura peut-être une baisse sur des métiers qui sont emblématiques. Je pense au centre d'appel, par exemple, depuis, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des choses qui sont automatisables. C'est systématique. Les pourtant, il y avait au fil des années un savoir-faire marocain, on l'a vu en Europe. Il faut savoir assurer la conversion, il faut savoir assurer le passage au nouveau métier. Les changements font partie du milieu professionnel, ça font partie du secteur productif. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement pour assurer cette transition. D'accord. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas pu faire un diagnostic réel de l'emploi au Maroc. Comment créer plus d'emplois? Mais je dirais qualitatif. On ne veut pas créer uniquement de l'emploi pour l'emploi. Un emploi qui permet un épanouissement. Un emploi qui permet un montée en expertise et en professionnalisation du salarié marocain. Mais aussi un emploi qui permet de créer le bonheur du salarié. Parce que c'est vrai, cette notion de bonheur, elle est très importante. Parce que le SMIC aujourd'hui... Et j'ai l'impression qu'on n'en est pas là encore. On n'est pas là. Le SMIC aujourd'hui à 3200. Avec la cherté de la vie, ce que ça permet vraiment pour un citoyen de couvrir ses besoins. Veto. Ça, c'est un problème. Et donc, moi, à mon sens, aujourd'hui, on doit repenser le système. Mais je dirais... Le seul moyen pour créer de l'emploi, ce sont les tissus, c'est le tissu productif, c'est l'industrie. C'est la production. On ne crée pas l'emploi par un décret. On ne crée pas l'emploi uniquement par la création de postes budgétaires. Aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, on est à 500 milliards de dirhams presque en matière de budget consacré au salaire des fonctionnaires. Et donc on doit faire attention, créer de l'emploi, c'est créer des tissus productifs, libérer le secteur productif. Un système fiscal plus efficace, plus transparent, réduire la pression fiscale sur le tissu productif, encore une fois. On ne peut pas, par exemple, chaque fois qu'on a un problème, se retourner, dire qu'il faut qu'il y ait des retenues à la source. Parce que la retenue à la source, par exemple, c'est bien, parce que ça apporte une recette supplémentaire pour le fisc, pour le trésor, mais on est en train d'épuiser un gisement, il faut faire attention. Oui. Il y a des limites à un système fiscal. Le seul moyen pour augmenter les ressources de l'État, c'est créer plus de richesses. C'est augmenter la croissance économique. Alors, est-ce qu'on aura la pause là dans quelques secondes, mais est-ce qu'il ne faut pas revenir aux écosystèmes aussi, parce que et intégrer l'emploi dans les écosystèmes. Bon, bref, c'est un autre débat qu'on aura dans le décodeur. 8h58, Mourad Baba arrive là déjà dans le studio pour les informations de 9h. Et puis nous, on se retrouvera après, Mourad, pour la suite des décodeurs. 9h08, la suite des décodeurs avec Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Alors, on retrouvera Hassan Alaoui qu'on avait annoncé tout à l'heure, directeur de publication de Maroc Diplomatique dans une autre émission. On a parlé d'emploi tout à l'heure, on a parlé du PLF 2026 et on va parler de régionalisation, on va parler aussi des provinces du Sud. Comment on prépare l'émission des décodeurs? On regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité et j'ai été happé par une déclaration, je vais vous en sortir de lignes, c'est une déclaration de Mohamed Lancer, une déclaration qu'il a faite donc au MD Sahara 2025 ce week-end, le président d'honneur de l'association des régions du Maroc. C'est vrai qu'il a été président du conseil régional de Fès-Meknès pendant 6 ans, entre 2015 et 2021. Ouais. Et puis bon, une grande expérience de ministre, y compris ministre de l'aménagement du territoire et des régions. Donc la régionalisation représente le niveau le plus élevé de décentralisation que l'on peut atteindre, sauf dans les États fédérés, et permet aux conseils régionaux de disposer d'une réelle capacité d'action. En fait, ça fait partie d'une déclaration qui encense cette régionalisation avancée. Quand
Mohamed Lancer dit que la régionalisation est le niveau le plus élevé de décentralisation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une région, comme par exemple comme une région, il était à Darla, ou les régions du Sud, l'Aïoun, etc., etc. Oui, ça vient de quelqu'un, d'un ministre, d'un ex-ministre, président d'honneur de l'association des régions, membre du mouvement populaire. Du mouvement populaire, donc c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui a parlé avec beaucoup de clairvoyance. Mais lorsqu'on parle de région, on doit déjà mettre la régionalisation dans la philosophie, dans la stratégie de la gestion des affaires publiques au Maroc. On ne doit pas oublier que Sa Majesté, dans le discours, la Constitution de 2011, l'article 136 dispose clairement, on parle de la régionalisation. Donc c'est une donnée constitutionnelle. Oui. D'un point de vue législatif, d'un point de vue loi, la loi 111-14 qui organise les régions, avec sa réforme de 2015, on a créé 12 régions au lieu de 16. Le nouveau modèle de développement économique de 2021 parle aussi de la régionalisation. Donc ça veut dire que la régionalisation, la décentralisation fait partie d'une composante centrale dans la gestion des affaires de l'État au Maroc. Il est derrière des objectifs certes politiques, parce qu'on veut donner plus d'autonomie, plus de liberté aux régions, le territoire, comment le développer, l'implication des citoyens dans la gestion des affaires publiques, mais aussi il y a des objectifs économiques, parce qu'on ne peut pas tout faire à partir de Rabat, ou à partir de Casablanca. Donc il faut donner aux régions les moyens de réaliser leur propre stratégie. Et ça fait maintenant, il y a une donnée qui est d'une actualité, c'est le plan proposé par le Royaume pour régler de façon définitive ce différend, je dirais, artificiel, qui est un différend. Tout le monde connaît que le Sahara est marocain. On ne va pas inventer quelque chose. C'est l'histoire du Maroc. Le Maroc n'est pas un petit pays. Donc, mais le Maroc, pour régler ce différend artificiel avec le Sahara, on a proposé ce plan d'autonomie. Et d'ailleurs, entre les lignes, hier, le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf de l'Algérie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Algérie est prête pour assurer la médiation entre le Front Polisario, les séparatistes, et le Royaume du Maroc. Oui, le Polisario est aussi prêt à rentrer en négociation en janvier. Donc on doit analyser quand même cette proposition. Oui. On est pour un rapprochement, c'est une vision de Sa Majesté avec nos voisins algériens, parce que le Maroc croit stratégiquement parlant à l'Union maghrébine. Mais maintenant, dans le temps d'hier de Attaf, il faut analyser de façon stratégique. On ne doit pas oublier que l'Algérie, dans son dossier, n'est pas un intermédiaire. Il est une partie, parce que c'est l'Algérie qui a créé ce problème. Donc, à mon sens, aujourd'hui, l'Algérie vient dire qu'on va être dans la médiation. Nous, nos discussions pour intégrer nos compatriotes au Maroc, au Sahara marocain, c'est une discussion entre des Marocains. Oui. L'Algérie, s'il intervient, il doit intervenir en tant que facilitateur, mais pas un intermédiaire, parce qu'il n'est pas neutre dans l'affaire. Et en sens, c'est un piège aujourd'hui. Le Maroc doit être vigilant. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, avec les pressions internationales, va changer de peau. Il veut être un intermédiaire, il n'est pas intermédiaire. Parce que sinon, le Maroc va commencer à négocier doublement avec l'Algérie et avec le Front. Nous, le Front Polisario, aujourd'hui, le Maroc, nous avons un plan d'autonomie. Il a deux solutions. Soit il reste là où ils sont, soit ils vont intégrer la souveraineté du Maroc. L'Algérie a été citée parmi les interlocuteurs. Voilà, avec la Mauritanie. Par l'émissaire du interlocuteur, mais il ne peut pas être médiateur, parce que le médiateur, M. Franck, il doit être neutre. Ce n'est pas le cas ici. On va revenir un peu à la régionalisation. Exactement, parce que ce qui est important, c'est de dire que le Maroc a été très en avance sur cette autonomie, sur cette façon... Cette philosophie, j'allais dire, de façon de considérer une région. D'ailleurs, même différemment des autres régions, puisque en fait c'est pas nouveau, ça fait longtemps, et on a dans cette région, dans la région de l'Aïoun par exemple, énormément de choses qui se sont développées, des choses très innovantes, on pourrait en parler une autre fois, mais c'est le développement des provinces du Sud est souvent présenté comme un modèle réussi d'investissement régional. Ouais. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un travail fait correctement, on implique les locaux dans les projets, c'est un exercice de démocratie au niveau local, il y a un cadre juridique qui permet ça, il y a une vision stratégique, parce que on connaît bien l'importance stratégique du Sahara pour le Maroc, on connaît bien que c'est stratégique pour l'avenir de la nation, on connaît bien que les enjeux du pays belligérant pour essayer de mettre le Maroc dans un blocus et de ne pas laisser le contact avec l'Afrique subsaharienne. Donc il y a une conscience. Et aujourd'hui, la conscience n'est pas uniquement nationale, mais elle est internationale. Tout le monde soutient le Maroc. Tout le monde reconnaît la crédibilité du Maroc, parce que le Maroc, il est crédible. Hein. Il est crédible à l'international. Ce sont les puissances internationales qui soutiennent le Maroc aujourd'hui. Maintenant, qui est objet de votre question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ce challenge historique. Et d'ailleurs, M. Mohamed Al-Ansar l'avait bien expliqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça va servir de laboratoire, ce modèle qu'on va lancer au Sahara marocain. Moi, à mon sens aujourd'hui, notre défi, je sais bien que le différend artificiel est réglé aujourd'hui. Nos compatriotes, je dis bien, qui sont aujourd'hui en dehors du territoire national pendant 5 décennies, ils peuvent rejoindre et répondre positivement à l'appel de Sa Majesté et de revenir à leur terre-mère, au Maroc, et de bénéficier des mêmes avantages que tous les citoyens, dans le cadre d'un pays où on vit la démocratie, où on vit la liberté. Les autres pays, notamment l'Algérie, beaucoup plus, il doit croire qu'il a un autre chantier, c'est de participer de façon positive à la construction de l'Union maghrébine, parce que le non-Maghreb nous coûte cher à la croissance économique, il coûte cher même à la Méditerranée, parce que c'est la croissance économique qui est touchée, c'est la stabilité, c'est l'immigration, c'est le terrorisme, et c'est beaucoup de problèmes. Maintenant, nous, on va gérer, on va pas... j'ai tenu à parler de cette proposition algérienne. Sa Majesté, dans son discours, n'a pas demandé à l'Algérie de jouer le médiateur. Il a dit à l'Algérie de se rapprocher pour régler nos problèmes bilatéraux. Nous avons des problèmes, ils doivent venir discuter avec nous clairement. Qu'est-ce qu'elle cherche, l'Algérie? Au lieu d'utiliser le Polisario comme alibi. Parce que le dossier, à mon sens, aujourd'hui, de Polisario est clos définitivement. Et d'ailleurs, la Mauritanie, juste un peu avant quelques jours le vote, on est en train d'ouvrir le passage terrestre à Mgala. On est en train de mettre en place la stratégie Maroc-Atlantique. Il a refusé de créer une pseudo-présentation diplomatique à Nouakchott. Donc l'Algérie a bien digéré la leçon, a bien compris que le non-Maghreb coûte cher et que l'avenir du Maroc, l'avenir de la région passe beaucoup plus par une collaboration avec un pays qui est crédible, solvable et beaucoup plus sérieux et qui n'a jamais cherché à mettre le bâton dans les roues. Je dirais un mot en plus, parce qu'aujourd'hui les plans sont là, la vision est là, maintenant c'est l'affaire des locaux. C'est l'affaire de ceux qui gèrent les régions au Maroc. Je parle du Maroc de façon générale, de jouer le jeu. Les textes de loi sont là, ils parlent d'autonomie, ils parlent d'exécutif local, Et le deuxième point, dans la mise en exécution, on n'est pas dans un système fédéré, donc nous ne serons pas dans un système de l'Allemagne ou bien de la Suisse, mais nous serons beaucoup plus dans un modèle de l'Espagne qui parle d'autonomie et qui est institué par la Constitution de l'Espagne de 1978. Oui, ce modèle espagnol qui est quand même une réussite. Oui, une réussite. On peut le dire. Quel est l'avantage? Parce que le modèle de l'Espagne est réussi, tout simplement, parce que dans la région, on n'attend pas que quelqu'un de Madrid venir décider dans des affaires régionales. Et il y a surtout, vous êtes prof d'économie, donc vous savez ça, c'est qu'on identifie les secteurs qui tirent la croissance directement dans une région et on travaille sur ces secteurs. C'est ce qui s'est passé dans le sud d'ailleurs. On peut citer le tourisme, la pêche, les énergies renouvelables, l'aquaculture, la logistique également. Et puis c'est un hub diplomatique et économique pour la région de Dakhla aussi et touristique bien évidemment. Donc à votre avis, pour terminer sur cette région, là on va avoir une petite trêve à mon avis au mois de décembre et puis les négociations, les discussions vont repartir au mois de janvier sous la haute direction sous le regard plutôt de l'émissaire de l'ONU. Ouais, de l'ONU. Oui. Perspective, donc parlons un peu de façon prospective.
Oui. Donc, avec la diplomatie marocaine quand même qui va piloter tout ça. Le Maroc, il va piloter, il a un projet, il a le soutien international. 2, il est sur son territoire. Il est dans ses droits historiques. Mais aussi derrière ça, il est légitime. Il ne veut pas, parce que le Maroc, comme il a des lignes rouges qu'il ne veut pas franchir, c'est transformer ce différend artificiel en un conflit direct avec l'Algérie. Le Maroc a toujours évité l'Algérie parce qu'on sait bien que le non-guerre, la situation de non-enquête coûte moins cher qu'une situation d'affrontement direct. Maintenant, les parties prenantes doivent, à mon sens, la Mauritanie a bien compris la leçon. Elle sait bien que ses intérêts sont avec le royaume du Maroc, avec le royaume chérifien. Et qu'on partage la même vision, la même réflexion. Et vous avez vu la dernière visite des présidents mauritaniens au Maroc, sa réception par Sa Majesté, l'ouverture aujourd'hui entre les deux pays frères. Donc on est un pays crédible avec la Mauritanie. Maintenant, le Front Polisario, ce qui est demandé à l'Algérie, c'est de laisser les réfugiés de Tindouf agir librement. Et je vous donne ma garantie, si on les laisse agir librement, ils vont prendre la décision de retourner au Maroc dans 24 heures. Parce que c'est l'Algérie qui les évite, qui les retient en otage. Il faut les libérer tout d'abord. Et 3, faisons des statistiques, non des statistiques. Quels sont les vrais Sahraouis aujourd'hui qui sont dans les camps? C'est une minorité. La plupart, tous les Marocains, 99,9% sont Sahraouis, sont dans Dakhla, au Maroc. Et la dernière chose, l'Algérie doit comprendre que l'avenir de l'Algérie dépend de la bonne relation qu'il doit entretenir et tenir avec le Maroc. Parce que le Maroc a toujours soutenu l'Algérie. On ne doit pas oublier l'Algérie, que l'indépendance de l'Algérie, tout ce qu'elle réalise aujourd'hui, c'est grâce au Maroc et aux efforts des Tunisiens. On ne doit pas oublier l'histoire, mais on doit aussi penser à l'avenir des 100 millions, de plus de 100 millions maghrébins. J'ai envie de vous dire à suivre. À suivre. À suivre. 9h21, les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Ah, je vous fais travailler aujourd'hui, hein, Saïd Youssef. Vous êtes tout seul dans les décodeurs. Et c'est un plaisir de partager. Alors, les débats express, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, MBS, a été reçu hier avec tous les honneurs par Donald Trump pour sa première visite à Washington depuis l'assassinat en 2018 du journaliste, je vais le dire à la française, hein, c'est plus facile, Jamal Khashoggi. MBS a eu droit dans le bureau ovale à beaucoup d'éloges du président américain. Il a promis d'ailleurs en sortant à Donald Trump d'investir 1 000 milliards de dollars dans le pays contre 600 auparavant. Alors, il faut dire qu'il était MBS était persona non grata avec Joe Biden avant dans le même bureau ovale. Qu'est-ce que vous pensez de cet intérêt de Trump pour l'Arabie Saoudite? Moi, ce que je lis dans cette information, c'est qu'il y a derrière le prince Mohammed Ben Salman a fait preuve d'une grande intelligence. Déjà, on remarque bien qu'il a bien compris la relation entre les puissances, entre un pays en voie de développement, un pays émergent et une puissance économique mondiale. Il a bien retenu que l'Arabie a intérêt à investir stratégiquement avec les États-Unis, avec l'Occident. Et il est dans une logique d'innovation. On ne doit pas vous lier que ce prince a énormément modernisé l'Arabie dans le cadre d'une monarchie. Et tout ça, bien sûr... Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Trump, on le voit bien, aime les dirigeants forts. Ouais. Il n'aime pas s'adresser à des chefs d'appareil. Il préfère s'adresser à des décideurs, à des gens qui décident rapidement, qui ne dépendent pas d'un parlement. Quelqu'un qui a de la personnalité, quoi. Mohammed Ben Salman, il a une légitimité historique, une légitimité politique. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que les deux hommes partagent un style politique? On ne doit pas changer, on ne va pas dire que aussi dans l'Arabie, ça ne veut pas dire que c'est un pays où il y a de la démocratie, il y a de la Shura, mais c'est un pays qui a su garder le juste milieu entre les puissances internationales. Ça, c'est une donnée qu'on doit reconnaître. D'ailleurs, la qualité de l'accueil hier, parce qu'aujourd'hui dans la presse, on veut comprendre que Trump a accueilli de cette façon ce prince parce qu'on va investir 1 trillion de dollars. Mais non,
C'est pas ça. Parce que c'est un pays crédible. Il a joué un rôle central dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Il a joué un rôle central. Il s'est rapproché, vous regardez intelligemment, il n'a pas fait la guerre avec l'Iran, il s'est rapproché avec l'Iran, il a essayé de garder distance, l'écart d'Abraham, il a dit on est d'accord mais avec des conditions. Donc il y a une sagesse, et on retrouve ici, c'est pourquoi d'ailleurs la relation historique existait toujours. C'est pas terminé les accords d'Abraham, hein. Je pense qu'ils ont dû en parler avec... Oui, ils ont dû parler avec des conditions, oui. Et d'ailleurs c'est ce qui justifie la bonne relation qui existe entre le Maroc et l'Arabie. Ce sont des relations stratégiques parce qu'on partage les mêmes principes, on partage le même feeling et on partage les mêmes visions du monde. On n'est pas dans les systèmes de certains pays arabes qui sont dans une logique de révolution, dans une logique de critiquer tout le monde à droite et à gauche. On est dans une logique de collaboration, une logique de coopération avec les puissances internationales. Et puis il y a l'énergie aussi. Ah oui, l'énergie, Trump a plutôt intérêt à avoir un prix du pétrole qui flambe stable. C'est pas uniquement Trump qui a cet intérêt, c'est le monde, c'est l'activité économique mondiale. Vous savez bien que les Américains sont contents quand le prix du pétrole est plus bas possible. On ne doit pas oublier, les États-Unis ont la réserve la plus importante dans le monde, ils ont des réserves stratégiques, c'est pas l'unique raison. Non, c'est vrai. Ils ont intérêt d'avoir des interlocuteurs sérieux. Et Mohamed Ben Salman, c'est un interlocuteur sérieux. Et les États-Unis, vous savez que dans leur gestion des affaires politiques, ils sont pragmatiques. C'est la logique win-win. Et d'ailleurs, la qualité de l'accueil se compare avec la qualité de l'accueil avec d'autres, même avec les présidents de l'Union européenne, ils n'ont pas été accueillis de la même façon. Donc ça veut dire qu'on est devant une personne de pointure internationale. Bon, et 1 milliard, c'est pas mal hein, quand même. Aussi. Oh, bien sûr, c'est gentil, c'est un beau cadeau. C'est un investissement, c'est pas un cadeau, c'est un investissement qui va créer de la valeur aussi en Arabie. Hein. Dernier sujet dans ces débats express, en rafale, hein, c'est le retour de Uber à Casablanca, annoncé. Hein, sur les réseaux, annoncé sur les réseaux. Pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation, mais il y a déjà des chauffeurs, par exemple, qui apparemment des chauffeurs comment on peut appeler ça, de voitures qui ne sont pas des taxis. Hein. Ouais. Voilà. Alors, que faut-il penser de ce retour de Uber qui est parti il y a 7-8 ans du Maroc? Uber, ou encore ubérisé, pour être beaucoup plus général, parce que c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire comment avoir un... C'est ça le sujet le plus important, c'est l'ubérisation. Ubérisé, il n'est pas Uber, il est un drive, il y en a d'autres. Il y en a plein. Maintenant, le grand chantier qui veut dire qu'il y a un décalage entre ce que le consommateur cherche et ce que la législation permet. Ubérisé, oui, il faut qu'il y ait un cadre juridique, que ce soit le ministère de l'Intérieur, soit les législateurs qui doivent dire... Oui, à ubériser, mais avec des conditions. Parce qu'on ne doit pas oublier aussi qu'il y a les intérêts des chauffeurs de taxi. Comment intégrer ces chauffeurs de taxi dans des systèmes Uber? Ça, c'est deux. Comment dirais-je, réglementer? Donc l'État doit faire son travail. Le système actuel tel qu'il est basé sur des agréments, est dépassé. Parce qu'on ne gère pas une économie par des agréments. Il faut rompre avec ce système qui a créé beaucoup de rentes, qui a créé beaucoup de malaise, même au niveau du secteur économique. Vous vous rendez compte, on est en 2025 et on parle encore de rente et d'agrément. Oui, d'agrément. Hein? Donc il faut rompre avec ce système, progressivement je dirais, et intégrer les professionnels et améliorer la qualité des services. Parce que moi, en tant que consommateur, ce que je vois dans Uber ou bien dans n'importe quel service similaire, une amélioration de la qualité, une concurrence sur les prix, la création d'emplois, parce que ça permet de créer beaucoup d'emplois. N'oublions pas qu'il y a des jeunes qui utilisent ces applications pour gagner, pour générer des revenus. Il faut encore aussi que les chauffeurs soient bien rémunérés, parce que moi je vois sur certaines marques où on annonce des trajets à partir de 10-15 dirhams, mais on se dit mais que gagne le chauffeur? Il ne faut pas que ça se transforme en exploitation. C'est ça l'ubérisation, malheureusement. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de discuter lorsqu'on a parlé de Glovo, protégeant les opérateurs. Lorsqu'on parle de choses. Voilà, tout à fait. Il faut protéger les jeunes. Protégeons les jeunes, parce que, et on revient à ce qu'on disait sur l'emploi, il y a cette notion de bonheur au travail, même quand on a des boulots comme ça qui ne sont pas des boulots qualifiés, on va dire, et il faut quand même qu'on puisse faire son métier et ne pas être maltraité, gagner sa vie, etc. Donc un commentaire rapide, c'est une bonne chose. Alors très vite. Mais il faut réglementer.
Saïd Youssef, merci beaucoup. Merci, À merci très monsieur bientôt. Franck, merci pour l'accueil. Dans les décodeurs, 9h29, dans 1 minute maintenant, 2 minutes. Allez, Karim Droné pour les infos. Atlantique Matin